un podcast. Nathalie, t'es pas en train de pisser dans le. Ben non, mais va dans le jardin. Un podcast un peu foufou. Les d'habitude sont très travaillés, vous l'avez bien remarqué. Mais moi, je me pose pas mal de questions parce que Bob Dylan, qui c'est en fait finalement. Alors là, pendant des années, je me suis dit que c'était un mec qui chantait à la guitare, machin, super, un Mr. Tambourine et tout ça. Et puis là, en me réintéressant au vinyle, en vieillissant un peu, en ayant marre d'écouter les outtakes de Dirty Work tout le temps, j'ai commencé à me poser quand même pas mal de questions de Dylan et je suis commencé à tomber sur des disques en brocante. Pas forcément les meilleurs d'ailleurs, des disques des années 80, etc. Et puis à chaque fois que je pose un disque sur une platine, c'est une découverte. Et à chaque fois, je me dis, putain, qu'est-ce que c'est bien. Et j'aimerais un peu comprendre Benjamin Durand, qui vient pas souvent, mais qui est là en tout cas ce soir avec moi, va peut-être m'éclairer. Alors je vais être un peu fitou foufou. Qu'est-ce que serait une porte d'entrée? Parce que moi, du coup, la porte d'entrée, ça a été les disques que je trouvais les moins chers. Donc, paf, je mets ça sur ma platine, ça me plaît pas. Voilà, je sais qu'il y a une période, je vais faire ma chronologie pourrie de Dylan pour débutants. Il y a les 3-4 premiers albums acoustiques où il est tout seul. Après, il prend un groupe électrique qui fait 3 albums géniaux. Tu me dis si je dis une connerie, j'en dis 50, mais si vraiment elle est trop grosse, tu n'hésites pas. Il a son mytho accident de moto, et qui est apparemment pas si grave que ça. Et après, il revient, et là, après, tu t'y perds parce que il y a un album par an. Après, il délire sur le Christ, etc. Après, il fait les années 80 où c'est génial. Il est produit par Mark Knopfler. Il y a Mick Taylor qui est timide au fond du studio. Et après, il y a ces albums-là de 90 à aujourd'hui qui sont absolument intéressants à chaque fois, avec une voix absolue de chien éraillé qui est géniale. Tu comprends pas un mot d'anglais, mais tu as l'impression que le mec te parle une langue venue d'ailleurs. Voilà, enfin, je veux dire pas la langue de Magma, hein, heureusement, mais vraiment, tu t'as beau rien comprendre de rien. Et même si tu lis le texte et que tu ne comprends pas tout, tu trouves ça merveilleux. Donc par où commencer quoi, dans ce jigsaw puzzle dylanien? Bah déjà, je pense qu'il faut avoir envie de se lancer dedans parce qu'effectivement, c'est pas. Mais c'est c'est trop pas vaste, forcément. surtout à une époque où les gens, donc Spotify, se lancer dedans, mais par où tu commences? Moi je me souviens d'un élève qui me disait, ouais, mais qu'est-ce que je dois écouter, Antoine? Il parlait pas de Dylan, il parlait en général. Alors je lui dis, écoute tous les Beatles, tous les Stones, mais essaye de te donner à nos auditeurs, à aider, parce que une porte d'entrée, quoi. Parce que piocher au hasard, ça c'est un truc que je peux faire, parce que moi je suis encore dans le vinyle, dans les trucs, j'achète des disques au hasard et je les mets. Mais une porte d'entrée, je sais pas, enfin, dis-nous, pour comment entrer dans Dylan, ce que tu dis, il faut se mettre dedans. À moins d'avoir des jours devant soi et de se dire je vais écouter la discographie dans l'ordre, ce que ma femme a fait pour les Stones, parce que je trouve ça formidable. Mais personne ne fait ça si t'as pas une logique d'ingénieur. C'est possible à faire. Je l'ai fait assez récemment Voilà. d'ailleurs avec Dylan et c'est extrêmement Tu as écouté intéressant les pour. disques Dylan avec lui, avec Dylan en personne? Non, non, je plaisante. Dis-moi. Non, non, j'ai réécouté tous les premiers albums de Dylan jusqu'à John Wesley Harding dans l'ordre pour avoir une espèce de révélation sur l'évolution de cet homme, quoi. Mais là tu es. Comment un barde échappé du Minnesota de sa condition de fils d'immigrés russes juifs beaucoup, effectivement. qui cherche à comprendre la réalité de l'Amérique depuis ces terres super reculées, arrive à New York et quelque part va un petit peu arnaquer toute la scène folk locale pour devenir le phénomène de société, le porte-parole d'une génération qu'il est devenu à cette époque-là. Oui, c'est vrai que si je peux, je ramène ma fraise, je suis un peu comme Michel Drucker, hein, donc je suis là pour ça. On est là pour ça aussi. Oui, il y a cette fameuse anecdote sur The House of the Rising Sun. Il y a un mec qui raconte qu'il jouait ça dans les bars depuis des années. Le mec, Dylan est venu le voir et puis 3 mois après, il entendait qu'il l'avait enregistré sur son premier album, qu'il avait piqué carrément sa chanson et même sa façon de le faire. Oui, mais pour aller au bout de l'anecdote, ce qui est assez drôle, c'est que Dylan sort son album, même si il est signé chez une grosse maison de disques à l'époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs, Columbia, devenu Sony Music. Son album ne fait pas
un effet énorme, sauf qu'il est distribué en Angleterre, il est écouté et en tout cas est digéré par les Animals, et c'est à partir de la version de Dylan que les Animals enregistrent la version de House of the Rising Sun, qui deviendra le tube qu'on connaît. Ce qui est marrant, c'est qu'on en parlait l'autre jour, hein, je veux dire, Dylan s'est fait connaître par les reprises. Le très bon exemple, c'est celui que tu viens de citer, et puis Mr. Tambourine qui lui ouvre vraiment la porte de l'outre-Atlantique, quoi. Oui, mais la première reprise, la première reprise. Je veux dire que personne, en fait, même a écouté les premiers Dylan à l'époque que c'est sorti, non? Enfin, ça s'est très peu vendu. Ça s'est aussi bien vendu que Who's Next en Italie. Ils ont vendu 6000 copies de Who's Next en Italie, je le dis parce que ça me fait rire. Oui. Mais son premier album, non. Son deuxième album, de Free Willin', est un petit événement sur quand même le milieu branché à New York. C'est cet album que les Beatles achètent à Paris. Tout à fait. Harrison découvre ça à Paris. Tout à fait. Avec l'impact que l'on connaît. Voilà. Non, le premier. En fait, Dylan devient un nom connu à partir de la reprise par Peter, Paul and Mary de Blowing in the Wind, qui coïncide exactement avec le moment de la marche à Washington pour les Civil Rights, au cours de laquelle Dylan va interpréter des chansons juste après le fameux discours de Martin Luther King, I Have a Dream. C'est-à-dire, il est sur scène à Washington juste après Martin Luther King. Vous imaginez un festival. Bob Dylan en prend la partie Martin Luther King. Voilà, c'est complètement ça, quoi, avec et special guest star John Baez. Donc, ça, moi j'aurais préféré Grace Slick, mais bon. Oui, mais par rapport à ce que John Baez incarnait à l'époque, John Baez à l'époque est encore une plus grosse star que Bob Dylan. Oui, tout à fait, d'ailleurs. Donc, non, ça c'est le premier truc, parce que Dylan a pour manager un homme qui s'appelle Albert Grossman, et qui avait pour spécialité de faire du placement de chansons en édition. Et donc c'est comme ça que tout le monde faisait finalement. Voilà, ce que tout le monde faisait, parce que on est sur la scène new-yorkaise, et la scène new-yorkaise marchait beaucoup sur ce qu'on appelait à l'époque la méthode de Tin Pan Alley, c'est-à-dire c'est aller près de Broadway, où il y avait tous les auteurs-compositeurs pour les musicals qui travaillaient sans relâche, des gens comme Mort Schumann, comme Carole King, des gens comme ça, qui bossaient sans relâche pour faire des tubes. Et donc Dylan est en fait quelque part un des premiers auteurs, compositeurs, interprètes aux États-Unis à devenir célèbre, mais en fait il devient d'abord célèbre comme auteur-compositeur, puis en tant qu'interprète par rapport à sa voix et par rapport aussi à son personnage et à son charisme. Donc là on a resitué un peu le contexte du départ, mais je reviens sur des questions basiques. Bien sûr. Tu n'as pas répondu. Pardon. Comment là tu dis à un gamin écoute Dylan, qu'est-ce que tu lui fais écouter à part le faux Roy Albert Hall qui est enregistré à Manchester de 66, parce que je trouve que c'est une super porte d'entrée si t'aimes le rock pour écouter Dylan, parce qu'il y a déjà tout le... Enfin, il n'y a pas tout le band, parce qu'il manque Livonen, mais cette tournée anglaise où il se fait chier dessus par les gens parce qu'il n'est pas en acoustique, est-ce que ça serait une bonne porte d'entrée? Mais ça peut, mais c'est ça qui est intéressant avec Dylan, c'est que les portes d'entrée sont multiples et à mon avis accessibles pour tous. Alors, j'en prends pour exemple, si tu me permets juste ce truc-là, je prends l'exemple, cette chanson qui est assez tardive, hein, sortie sur l'album Time Out of Mind en 97, to Make You Feel My Love. Eh ben, toute une génération l'a récemment découverte parce que cette chanson était une des chansons les plus notables du premier album de la chanteuse anglaise Adele. Oui. Et elle faisait une reprise assez remarquée de cette chanson-là. Et beaucoup de gens sont allés écouter l'original. En tout cas, ont réalisé que c'était une chanson de Bob Dylan, etc. Et cette chanson est devenue assez populaire par rapport à ça. Et à mon avis, je veux dire par là que c'est une porte d'entrée. C'est assez rigolo que quand même cette personne dont la notoriété a été construite par les reprises des autres dès le début, ça soit encore quelque chose ça soit encore le cas aujourd'hui dans les années 2000-2010, comme c'était le cas dans les années 90 quand les Guns N' Roses ont fait la reprise de Knockin' on the Heaven's Door, et etc. Donc
Euh, les portes d'entrée par Il rapport a que à... Rolling Stone des Stones aussi en 95. Hein. Quelque part, oui, aussi. Ouais. Mais très tôt, tout le monde a repris Dylan. Je veux dire, j'ai l'impression que tous les mecs qui avaient acheté un Dylan entre 64 et 67 ont fait le lendemain quasiment dans leur set un morceau. Il y a la reprise d'Hendrix à montrer de Like Rolling Stone qui est géniale. Bon, il y a All Along the Watchtower et tout ça. Enfin voilà, et puis après les Beatles qui se mettent, enfin Lennon qui se met à essayer de copier Dylan, Oui, mais Jagger qui écrit Satisfaction en pensant à Dylan aussi, Bien sûr. en étant le premier à se livrer et à oser dire ce qu'il ressent. Enfin voilà, enfin, mais du coup, en termes de discographie, c'est pas évident quoi, enfin, de commencer si t'as rien entendu de Dylan. Tu commences par une compile, il y a une très belle compile sortie en 69 qui est en 2 volumes, là il y a vraiment tout, tous les tubes, c'est pas mal pour commencer peut-être. Ou Blonde on Blonde, hein, tout simplement, qui est un chef-d'œuvre absolu. Je Qui pense serait, pas qui que... serait peut-être le Dylan absolu, non enfin, Oui, bien Ou- sûr, ça hein. peut tout à fait être considéré comme son meilleur album et comme... Un double album en plus. Comme peut-être même un des... Enfin, de toute façon, c'est sans doute une des pièces de pop music les plus fondamentales de toutes. Après, c'est ça qui est extrêmement pratique avec Dylan, c'est l'aspect tiroir du personnage, quoi. C'est parce que l'album dont on parlait tout à l'heure, The Freewheelin', déjà est absolument incroyable. Enfin, faut quand même s'imaginer que c'est un album qui contient à la fois Blowing in the Wind, Masters of War, A Hard Raid is Gonna Come. Ah putain. Voilà, c'est juste une punition absolue, Ouais, quoi. c'est ça. Une Une tartasse quoi. une espèce de supériorité de Une point de partouze. vue. C'est extrêmement émouvant de voir quelqu'un autant capter l'air du temps, autant... Ce qui est incroyable, c'est qu'il arrive tout seul avec sa guitare et son armo qui est insupportable tout le long des morceaux, quoi. Enfin, je veux dire, qui est presque strident. C'est ça qui est fou. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Hein. Je veux dire, c'est difficile presque à écouter parfois. Et Oui, mais surtout c'est pour des gens qui sont capent que dalle en Angleterre. Hein. Alors, si on doit se taper les interprétations du Gaufret, c'est pas forcément une porte d'entrée. mais c'est une parole de vérité. Oui, oui. C'est avant tout ça C'est qui pour ça qu'on l'appelle Dieu entre nous de temps en temps. Dylan, c'est Dieu quand il tombe sur une playlist. Bah oui, mais faut se rendre à l'évidence. Alors, je précise parce que Dylan est toujours vivant et donc s'est lancé dans un espèce de never-ending tour depuis, quoi, je dirais début des années 88. 90. Voilà. Ah oui, carrément 88, j'allais dire début des années 90. Alors du coup, moi j'ai jamais vu Bob Dylan sur scène, mais plein d'amis l'ont vu, donc, et les avis sont tellement... J'en fais partie. Ouais, tu vas raconter. Et sont tellement divergents, c'est extraordinaire. Parce qu'apparemment, voilà, moi la question que je voulais poser par rapport à ça, c'est pourquoi c'est aussi inconstant sur scène, et pourquoi le mec est bougon à ce point-là, et pourquoi certains soirs il peut être génial, c'est selon son envie. Enfin, c'est un peu le même genre d'énigme qu'avec Lou Reed. On se demande, quand t'attends un concert et que ça va commencer dans 10 minutes, à quel Dylan on va avoir le droit, peut-être. Non, c'est pas pareil que par rapport à Lou Reed. Non, enfin, je veux dire, c'est quelqu'un Je trouve. d'assez froid, je veux dire, d'aspect scéniquement. Je veux dire, c'est pas un mec qui va danser la rumba avec Billy Preston. C'est exactement ça en fait. C'est exactement ça. C'est que Bob Dylan n'a pas pris en considération l'aspect entertainment que surtout les années 80 ont amené avec MTV. Bob Dylan a décidé de partir sur scène avec une espèce d'esthétisme et de morale de troubadour. Il n'est pas là pour se faire aimer. Spécialement, c'est pas son but. Ce qui est plutôt pas mal artistiquement, comme démarche. Voilà, il est là pour. C'est comme nous. Il est là pour livrer ses chansons, pour livrer sa. Où est-ce qu'il en est de sa digestion de ses chansons, ou quel est le rapport actuel de ses chansons par rapport à lui. Et c'est absolument pas intéressant pour lui de reproduire fidèlement, tel un jukebox, ces chansons telles qu'elles ont été enregistrées à l'époque, parce que assez bizarrement, je comprends pas comment il peut raisonner comme ça, mais assez bizarrement, à 70 ans, il n'a plus l'impression d'être la même personne qu'il était à 25. Et tu penses qu'il a envie de faire chier les gens en déconstruisant Non. à ce point-là ses chansons, ou c'est Non. vraiment par pur, ce dont on parlait dans notre numéro, par pure envie
d'apporter toujours quelque chose de neuf, même s'il s'agit d'un répertoire qui a quand même parfois 50 ans. Ouais, donc c'est un peu... c'est Non, il se présente tel qu'il est. Alors, faut savoir quand même, pour ceux qui iraient voir Dylan enfin, j'espère, dans les mois qui viennent, je leur souhaite, et je me le souhaite aussi, il ne joue plus de guitare acoustique, hein, ça fait des années, je pense qu'il joue que du piano. On est d'accord? Principalement, oui, à ce qui paraît, j'ai eu la chance de le voir en 2002, un concert exceptionnel qui est dans mon panthéon personnel. Ah oui, voilà, bah justement, je veux dire. Toi qui as du mal à répondre à ce genre de grandes questions, quel est ton concert préféré? Je me souviens que tu m'as toujours parlé de ce concert de Dylan où tu as pris une tarte absolue. Ah oui. D'ailleurs, il y en a d'autres qui me reviennent maintenant. Je serais presque capable mieux que toi de te donner ton top 3 de tes concerts préférés. Peut-être. Et donc, Dylan, c'était où? C'était comment? Au Pourquoi, Zénith, je crois que c'était quelque chose comme le 30 avril 2002. J'aime bien, j'ai cru qu'il allait me dire, je crois que c'était quelque chose comme en 2002, mais non, c'était le 30 avril 2002. Ouais. Au Zénith, et tu savais pas... tu y allais en connaissant déjà bien la discographie? Pas comme moi quand j'ai vu les Beatles en 82, quoi. J'y allais surtout parce que le dernier album que Dylan avait sorti le 11 septembre 2001, quand même, fallait le faire, Love and Theft, avait... en même temps que le premier Strokes. avait tourné vraiment beaucoup, à ma grande surprise, sur ma platine. J'avais trouvé cet album absolument fascinant, cette espèce de volonté de retour sur des années 50, mais sur un style et une humeur des années 50, mais sans en faire quelque chose de rétro. C'était fabuleux. Et vraiment, ce concert de 2002 était fabuleux lui aussi, parce qu'il avait une détermination à faire ressortir la vérité de ses chansons absolument phénoménale, et c'est extrêmement émouvant venant d'une telle icône, venant de quelqu'un étant aussi gold, mais ne faisant absolument aucune concession à toute idée de nostalgie, etc. C'est quelqu'un qui veut juste exprimer l'humeur musicale dans laquelle il est et comment il se situe par rapport à ça, à ce stade-là de sa vie. Absolument admirable. Bah écoutez, moi j'espère que je vais pas crever en me disant ah bah non, je l'ai jamais vu Dylan parce que putain j'en ai eu l'occasion, mais je crois que c'est cher, c'est mal placé, etc. Vraiment, je ferai un effort et j'irai, et j'espère bêtement qu'il donne un peu quand même de 3, 4, 5 chansons majeures que je reconnaîtrai, et qui tapera pas dans le infidèle ou trop. C'est pas le problème. Non, mais moi c'est le problème, parce que je peux me placer en tant que grand public lambda débile de Michel Drucker. Non, mais je veux dire, c'est pas le problème. Il joue des chansons connues. Ouais, voilà, quelque part, c'est l'arrangement qu'il choisit pour ses chansons qui peut poser problème. Ça ne posera aucun souci. Bah voilà, donc sois rassuré par rapport à ça. En tout cas, voilà, juste pour finir, réécoutez Jokerman ce soir. Et regardez sur YouTube et lisez les paroles en même temps. Écoutez Isis aussi. Voilà.